Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Broadcom. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes analyses sur le Substack dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours de l'action Broadcom. On est quasiment au plus haut. Est-ce que c'est encore le moment d'investir sur cette boîte? On va regarder ça. En termes de chiffre d'affaires, on est sur une croissance médiane de 20%. C'est quand même assez élevé pour le secteur, qui est quand même un secteur plutôt sur les semi-conducteurs. On est sur une croissance 2024 qui s'est achevée en novembre, l'année fiscale, à 44%. On voit que l'entreprise fait également beaucoup d'acquisitions, plus de 68,5 milliards d'acquisitions sur la période. Donc c'est quand même assez intéressant. L'entreprise, à mon avis, a pas mal de parts de marché et arrive à maintenir une croissance assez élevée, mais on voit que c'est quand même cyclique. Il y a des années où on est à 5% de croissance, et il y a des années où on a des croissances beaucoup plus fortes. On continue avec les taux de marge. On est sur un taux de marge de moat. On a un bon avantage compétitif à 75% de taux de marge brut, contre une médiane de 70%, donc on arrive à l'augmenter, on a de plus en plus de pricing power, donc ça c'est magnifique. On a un taux de marge d'EBITDA qui est aussi à un bon niveau, qui est à 49%, donc en absolu il y a une bonne efficience opérationnelle. Toutefois, sur 2024, ça s'est un peu dégradé, on n'a pas réussi à maintenir l'efficience opérationnelle pour bien coller avec l'évolution du taux de marge brut, donc il faut voir ce que dit le management à propos de cette légère déperdition d'efficience opérationnelle. C'est rien de significatif, c'est quelques points, mais c'est quand même important à aller analyser. Le taux de marge net est pas si élevé que ça. À mon avis, c'est quand même un secteur qui a intense en capital. Est-ce que les free cash flow représentent mieux la rentabilité? On va déjà le regarder ce stade avec les free cash flow, la marge de free cash flow. Ouais, on est quand même à des free cash flow qui sont très très élevés. La marge de free cash flow est très élevée. Voilà, mais le taux de marge net, lui, est finalement assez faible, à 11%, 11,5% actuellement. À mon avis, il vaudra mieux utiliser free cash flow pour valoriser l'entreprise. Donc, ce qu'on peut dire sur les taux de marge, c'est que on a un avantage concurrentiel. On a une bonne efficience opérationnelle, mais c'est un peu dégradé sur la dernière période, et en tout cas l'efficience financière, ou en tout cas il y a peut-être eu de l'exceptionnel, peut-être eu des dépréciations, on va voir ça par la suite, qui font que le taux de marge net n'est pas si élevé que ça, mais le taux de marge de free cash flow est quand même plus élevé. On va regarder d'ailleurs si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. Voilà, les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. On va regarder s'il y a beaucoup de dépréciation par rapport aux dépenses en capital. Non, on fait plus de dépenses en capital par rapport aux dépréciations. Donc on continue à investir dans l'appareil productif, ça c'est plutôt bon. Et est-ce qu'on a un BFR qui se dégrade ou qui s'améliore? Donc on a une bonne amélioration du BFR sur la période, à près de 19,5 milliards de dollars, donc ça c'est très bon, ça améliore les free cash flow. Et est-ce qu'on a des other non-cash items qui pourraient expliquer la différence? Donc on a 34,5 milliards de other non-cash items qui explique aussi une partie de la différence. Donc il faudrait voir de quoi ils sont composés. Est-ce que c'est du paiement en actions, des stock options, etc. Toujours la même histoire, et on n'a pas l'explication complète avec ces éléments-là. Donc si on veut vraiment avoir l'explication complète de la différence entre les bénéfices nets et free cash flow, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise pour comprendre bien cet écart. En tout cas, si on veut valoriser l'entreprise et si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow plus que les bénéfices nets. Allez, on continue avec la rentabilité de Broadcom. On est sur un ROIC qui est en médiane à 12,5, ce qui est pas mal, mais un peu en dessous de la croissance qui est affichée. Donc à mon avis, l'entreprise ne s'autofinance pas. Et donc pour pouvoir faire de la croissance, elle va devoir utiliser de la dette ou faire appel aux actionnaires via des augmentations de capital, ou les deux. Et dernièrement, en plus, cette rentabilité s'est un peu dégradée à 8,5. Donc on n'est pas sur une très forte rentabilité opérationnelle. Il faudrait quand même que le management arrive à la redresser au niveau de 2023. Donc on voit que c'est quand même cyclique, cette rentabilité. Ça peut être gênant pour financer la croissance. Alors, on continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est quand même assez élevée, 59,5 milliards. On est sur un peu plus de 2 fois l'EBITDA, donc ça reste raisonnable. C'est pas délirant comme niveau d'endettement, mais est-ce que le management va prioriser le désendettement? Ça reste à voir. Ça a l'air d'être le cas en tout cas. On a une baisse de la dette depuis la hausse qui a eu lieu en 2024, fin 2023, début 2024. Donc ça, à mon avis, c'est une acquisition. On peut le regarder d'ailleurs. Est-ce que ça correspond à une acquisition? Ouais, on a une acquisition ici. Tac, on passe, on a 26 milliards d'acquisitions qui est réalisée. Donc on a fait appel à de la dette pour pouvoir la financer. Donc on est sur un peu plus de 2 fois et demi les free cash flow. Bon, ça reste très raisonnable comme niveau d'endettement.
c'est pas un souci. On va regarder si on est bien traité en carte actionnaire de Broadcom. Donc, dividende, rachat d'actions et rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende qui fait à peu près 10 milliards. Donc ça représente un rendement de 1%, donc on n'est pas sur un rendement très important pour l'instant, mais par contre on est sur un dossier dividende croissant, donc ça peut intéresser les gens qui sont intéressés par ce style d'investissement. On est sur la moitié des free cash flow en dividende, donc ce niveau est sûr. En plus, ce qui est bien, c'est que les free cash flow augmentent régulièrement, donc il n'y a pas de cyclicité dans les free cash flow, ça c'est très très bon, excellent management, et donc on peut être à peu près sûr que ce dividende va augmenter en ligne avec l'augmentation des free cash flow sans trop de problèmes. Il y a eu une dilution pareil, en 2024, donc ça doit être pour financer l'acquisition qui a eu lieu. Ça reste vérifier ça de votre côté, mais je pense que c'est ça, hein, cette dilution. On a quand même augmenté fortement. On a quand même pas mal augmenté le nombre d'actions. On était à 500 millions et on passe à 4 milliards, donc il y a peut-être c'est pas une augmentation de capital, ça doit être un split, il y a dû avoir un split sur Broadcom, hein, j'ai pas suivi le dossier, c'est pour ça que ça explique la forte augmentation du nombre d'actions, mais ça change rien pour l'actionnaire qui, s'il a un split, il reçoit plus d'actions, mais elles ont une valeur nominale plus basse, donc là, à mon avis, à vérifier de votre côté si c'est bien un split ici, mais je pense que c'est ça. Le rendement de l'actionnaire calculé ici, à mon avis, il est faussé par ce split. Sinon, il correspond en fait surtout au niveau du dividende. Il y a peut-être un peu de rachat d'actions si on se place sur une zone temporelle, un peu plus qui prend pas en compte le split. On a quand même des légères dilutions. Hein. On voit qu'on dilue un petit peu sur la période, donc on doit aussi payer les employés en actions, ce qui explique cette dilution. À vérifier aussi de votre côté. Donc, Coifin calcule le rendement de l'actionnaire hors période de split là à 2,5%. Je suis pas sûr de ce calcul puisque le rendement du dividende est quand même assez faible à l'heure actuelle. Bon, regardons la valorisation maintenant. En valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque c'est une entreprise qui est endettée. Et là, c'est parti un peu en cacahuète sur une médiane de 17. On est actuellement à 2 fois cette médiane, voire plus de 2 fois et demi cette médiane, donc on est complètement survalorisé sur Broadcom. Est-ce qu'on a déjà atteint un tel niveau de survalorisation ? Non, jamais. Donc là-dessus, il y a intérêt à avoir énormément de croissance, sinon ça va sortir le sapin. Si on se met en 12 prochains mois, d'après les prévisions des analystes, pareil, on est complètement surévalué à 2,5 fois le multiple historique. Conclusion du dossier Broadcom, tenez-vous à l'écart de ce genre de dossier, là c'est hyper valorisé, des multiples très élevés, donc vous devez attendre à mon avis un repli alors peut-être 2 options, soit vous attendez un fort repli, mais alors il faut attendre 50% de repli pour pouvoir se positionner, soit vous êtes un investisseur de très 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 long terme, 15 à 20 ans, et là vous allez garder votre action Broadcom et profiter de l'augmentation des free cash flow et de l'augmentation du dividende que vous allez réinvestir dans l'action. Et vous allez potentiellement subir des moins-values importantes de 50% pendant que vous détenez l'action. Donc à vous de voir si ça convient à votre style d'investissement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.